La voix des ados. Il y a plein de problèmes dans le monde. Tout le monde a voix au chapitre. Les politiciens, les scientifiques, les entrepreneurs, tout le monde sauf eux. S'est-on demandé ce qu'ils en pensent? Voici venu le temps d'écouter La voix des ados avec Louis-Philippe Moreau, Aneva Soucy, Gabriel Martineau et Yasmine Ophélie Poros. Cette semaine, écoutons la voix de Gabriel Martineau. Donc, on se retrouve pour le 3e épisode du balado La voix des ados. Moi, c'est Gabrielle, puis je suis accompagnée aujourd'hui de Yasmine Ophélie, Aneva et Louis-Philippe. Oui, ça va. Ça va très bien. Ça va bien, toi? Oui. Donc, aujourd'hui, on va parler plus des réalités autochtones. Donc, de nos jours, lorsqu'on parle des nations autochtones, ce qui nous vient à l'esprit, c'est surtout ce qu'on a vu dans les manuels d'histoire. Des choses qui se sont passées il y a des centaines d'années, puis qu'on pense qu'on a laissé en même temps que la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les mêmes enjeux sont encore présents aujourd'hui, puis des personnes autochtones vivent ça à tous les jours. Donc, c'est surtout de ça qu'on va parler, parce qu'ils vivent des réalités différentes des nôtres, puis ils sont vraiment victimes de discrimination à tous les jours. Donc, les enjeux qu'on va aborder aujourd'hui sont la mort de Joyce Echaquan et le manque d'accessibilité d'eau dans les communautés autochtones. Donc, notre premier sujet, c'est le décès de Joyce Echaquan. Pour vous mettre en contexte, Joyce Echaquan est une femme atikamekw de 37 ans, mère de 7 enfants qui venaient de Manawan. Savoir que celle-ci a déjà eu des problèmes cardiaques. Plus tard, lors de son séjour à l'hôpital, où elle a été internée pour des maux d'estomac, plus précisément le 28 septembre 2020, on lui injecte de la morphine, même si celle-ci avait clairement exprimé qu'elle n'était pas consentante à cette pratique, ce qui est déjà une violation de ses droits. Elle procède ensuite à commencer un Facebook Live pour demander de l'aide, puis dans cette vidéo, on entend clairement les deux travailleurs, et je cite, qu'elle était stupide comme l'enfer et qu'elle n'était bonne que pour le sexe. C'est vraiment choquant, sachant que ces personnes sont censées être des professionnels. Puis ces mêmes travailleurs attachent Joyce à son lit et celle-ci est morte dans la même journée. En entendant cette histoire, on pense peut-être que c'est une situation unique, puis que c'est vraiment rare que des trucs comme ça arrivent. Mais en fait, c'est juste que grâce à son Facebook Live, ça nous a permis d'avoir des preuves, puis de savoir vraiment ce qui s'était passé. Parce qu'elle serait morte, personne n'était avec elle dans sa chambre, puis on n'aurait jamais entendu parler de cette histoire, puis ça aurait été juste une autochtone qui est morte dans sa chambre d'hôpital sans que personne sache ce qui s'était passé. Grâce à son Facebook Live, elle a pris parole, puis elle a montré une facette qu'on ne voit pas normalement dans les médias. Mais c'est pas une situation unique, puis ça arrive vraiment plus fréquemment qu'on le pense. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Puis ça nous a vraiment fait un choc dans notre société, parce que je crois pas qu'on s'imagine que des trucs comme ça arrivent, mais ça fait partie du quotidien de des personnes qui viennent de des communautés autochtones. Donc, mon deuxième sujet, c'est Grassy Narrows. Pour vous mettre en contexte, Grassy Narrows, c'est une communauté autochtone au nord-ouest de l'Ontario. Puis, en fait, leur eau a été contaminée au mercure depuis les années 1960. Il faut savoir que c'est pas un accident. Le gouvernement a permis à une usine de pâte et papier de déverser 10 tonnes de déchets dans la rivière, mais par contre, ils n'ont pris aucune action par rapport à ça pour aider les communautés. C'est vraiment une situation qui nous montre l'inactivité du gouvernement vis-à-vis les communautés autochtones. Parce que si c'est arrivé au centre-ville de Québec, on peut savoir que cette situation aurait été extrêmement médiatisée. On en aurait parlé, il y aurait eu des sondages, le gouvernement aurait pris parole par rapport à ça, puis tout le monde aurait été au courant. Mais là, Grassy Narrows, plus de 60 ans plus tard, il n'avait pas encore reçu d'aide par rapport à ça. Puis le mercure, c'est un métal lourd, puis dès que ça arrive dans ton système, c'est vraiment dommageable. Ça crée des malformations infantiles, des problèmes cardiaques, des problèmes de santé vraiment importants. Les enfants naissaient, il leur manquait un bras, une oreille, des doigts. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on voit à long terme, puis ça va affecter ces personnes-là pour le reste de leur vie. En fait, ce qui cause que les personnes de cette communauté autochtone mangent du mercure, c'est que les poissons qui vivent dans le lac, eux autres ingèrent du mercure, et ensuite, quand on mange les poissons, on mange le mercure,
Puis le mercure, vu que c'est un métal lourd, ça reste dans ton système, puis tu ne l'évacues pas. Donc, c'est ça qui cause vraiment des problèmes de santé de ce côté-là. Le gouvernement avait toujours pas rien fait, puis c'est grâce à Amnesty International qui est surtout en partie, mais une grosse partie de ça a été réussi grâce à eux, qui ont fait une campagne, puis justement une campagne de signature qui a permis d'envoyer des lettres au gouvernement. Puis ça l'a vraiment permis d'aider la situation. Donc en 2019, le gouvernement a pris action, mais la situation est vraiment pas réglée. Il reste encore 56 communautés autochtones au Canada qui n'ont pas accès à l'eau. Donc c'est vraiment important de prendre action par rapport à ça. Par la suite, je rencontre Taisha Nikwe, qui est coordonnatrice au programme de prévention de santé dans les communautés autochtones au centre de Wemotaci, avec qui je vais parler des adolescents autochtones comment ont vécu la pandémie ainsi que leur santé mentale. Puis, on se retrouve après. Donc, Taïcha, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais bien. Je suis sur mon lieu de travail en ce moment. Parfait. Donc, tu travailles à la communauté Atikamekw de Wemotaci. Oui. Peux-tu m'expliquer à quoi consiste ton travail là-bas? En fait, en ce moment, j'occupe l'intérim de la coordination de la santé mentale, mais je m'occupe aussi parallèlement des programmes de santé communautaire, santé mentale, des financements qu'on reçoit d'un petit peu partout, monter des projets en ce sens-là, accompagner les porteurs des projets. Puis, je suis également porteur du projet pour la construction d'une nouvelle maison des aînés. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler là-bas? Mais en fait, moi, j'ai passé le plupart de ma vie en ville. Je suis venue au monde à Montréal. J'ai habité un peu partout dans le Québec. J'ai habité à Québec, à Shawinigan, à Trois-Rivières, à Montréal. Mais, tu sais, c'est sûr que j'avais tout le désir de revenir dans ma communauté. Je ne savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire comme métier dans la vie. Mais ce que je voulais, c'est qu'est-ce que je fais comme travail allait servir à ma population, allait aider les gens de mon peuple. C'était vraiment ça, mais tu sais, je savais pas trop. Puis de fil en aiguille, ben, naturellement, je me suis dirigée vers le domaine de la santé. Donc, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui différencie le travail que tu fais à Wemotaci de celui que tu fais au centre-ville de Québec, par exemple? Qu'est-ce qui différencie, pardon? Le travail que tu fais dans ta communauté de celui que tu ferais, par exemple, dans une clinique à Québec? Ben, en fait, c'est très communautaire. Ici, tout le monde se connaît. On est très proche de notre population. On connaît les besoins, on connaît les préoccupations des gens. Le lien est plus facile, je te dirais, de le faire parce que c'est petit, parce qu'on est tous un peu reliés à quelque part. Puis on sait qu'est-ce qui se passe au coin de la rue, l'autre bord chez le voisin. Fait que je te dirais que ça doit être plus facilitant ici que le même travail en ville où tu ne connais pas nécessairement les gens, tu ne connais pas le background des gens pour être en mesure. Je ne dis pas que les intervenants, mettons, qui travaillent en ville n'ont pas les mêmes compétences ou les mêmes facilités à faire leur travail, mais je pense que pour ici, c'est plus facilitant. Puis on parle la langue aussi, donc ça aide. Est-ce que tu crois que les Autochtones sont encore aujourd'hui traités différemment? Oui. Oui, définitivement. As-tu des exemples par rapport à ça? Moi, j'ai habité à La Tuque, qui est la ville la plus proche de ma communauté. C'est environ 1h30. On fait un petit chemin de gravel là, qui dure 115 km. Puis juste la difficulté de trouver un appartement. Pourtant, je n'ai pas les traits typiquement autochtones, mais juste avec mon nom de famille, par exemple. J'ai eu beaucoup de difficultés à me trouver un appartement. Pourtant, je suis quelqu'un qui a toujours payé ses choses, qui est vraiment à jour. Au niveau dans les écoles aussi, en ville, il y a encore beaucoup de racisme envers les jeunes autochtones.
même ceux qui vont aux études à l'extérieur. Il y en a pour qui ils ont une facilité avec le français, mais qui vont être traités, comment je pourrais dire, pas qu'ils sont moins bons que les autres, mais on dirait qu'on les étiquette en partant avec qui auraient des difficultés en apprentissage, alors qu'il y en a beaucoup que, pour certains, c'est pas le cas, là. Fait qu'il y aurait ça. Puis au niveau des soins de santé aussi, je te dirais, même moi, pour l'avoir expérimenté, on est étiqueté. Sans même qu'ils connaissent comment on fonctionne à la maison, qu'est-ce qu'on mange à la maison. Il y a beaucoup d'étiquettes qui nous sont imposées, malheureusement, malgré nous, là. Puis il y en a qui nous mettent vraiment tous dans le même bateau. Puis on est étiqueté consommateur, qu'on mange juste de la malbouffe, qu'on est tous des toxicomanes, qu'on fait tout dur, qu'on fait tout du grabuge dans des loyers, puis des choses comme ça, là. Fait que, oui, en 2021, c'est encore d'actualité, malheureusement. T'appellerais-tu ça du racisme systémique en tant que tel? Oui. Penses-tu que les problèmes d'égalité des Autochtones au Québec sont en partie causés par le fait que le gouvernement refuse d'admettre que ces problèmes existent au Québec puis que c'est du racisme? Ça, c'est très politique quand même comme question. En partie, je vais te dire oui. Ensuite, dans ta communauté, comment est-ce que la pandémie a été vécue? Écoute, nous, ce qui arrive en communauté, c'est qu'on est tous considérés vulnérables, déjà en partant, parce qu'il y a une surpopulation dans les maisons, parce qu'on a beaucoup d'aînés avec des problèmes de santé chronique. Donc, nous autres, au niveau de la pandémie, dès que l'état d'urgence a été décrété au niveau de la province, le Conseil a formé un comité de mesures d'urgence qui ont mis en place tout de suite des mesures de protection et de prévention, dont une guérite, le port du masque, le lavage de mains. Ça s'est fait vraiment d'une bonne manière, je te dirais. Ils ont vraiment été efficaces. Ils n'ont pas niaisé. On a réussi à contenir la petite éclosion qu'on a eue en novembre. Mais je te dirais qu'au niveau des impacts, au niveau de la population, ça a été extrêmement difficile. Juste là, l'effet de la guérite, l'effet de se sentir prisonnier de sa propre communauté. Puis on est un peuple tellement rassembleur, on est beaucoup familial, on est beaucoup ensemble. Fait que le fait d'être coupé de ses proches a eu beaucoup d'effets négatifs sur la santé mentale. Puis évidemment, c'est sûr qu'il y a des problématiques sociales de consommation, de toxicomanie, comme partout ailleurs dans le Québec, qui étaient déjà présentes, mais qui ont juste été amplifiées à cause des impacts de la pandémie de la COVID-19. Est-ce que tu dirais qu'il y a eu des difficultés rencontrées par les jeunes causées par la pandémie dans ta communauté? Puis qu'est-ce que ça a changé dans leur fréquentation de penser? C'est sûr que ils l'ont vécu autant que les adultes. Le fait d'être coupé de leur réseau social. Les jeunes, ils sont tout le temps ensemble, ils s'entraident entre eux autres. On a vu une augmentation de la consommation de cannabis aussi chez ces jeunes-là, consommation d'alcool aussi, parce que là, la maison des jeunes était fermée, tout était fermé, donc les jeunes, ils se retrouvaient qu'ils n'avaient plus rien à faire. Puis au niveau de la consommation de temps écran, a augmenté épouvantablement aussi chez les jeunes. Donc, je pense que c'est pas mal ça qu'eux, ils ont rencontré comme défi, l'isolement. Ça n'a pas été facile là, pour eux. Puis vous, de votre côté, comment y a-t-il des mesures ou des trucs que vous avez fait pour aider là-dedans? Oui, en fait, moi, pendant la pandémie, je m'occupais déjà des programmes de la santé mentale, santé communautaire. Et c'est sûr qu'on ne pouvait pas faire d'activité ou quoi que ce soit en présentiel. Mais en partenariat avec l'équipe des services sociaux, on a mis en place un plan d'action au niveau psychosocial. On a vraiment utilisé la plateforme des réseaux sociaux. On a fait de la prévention là-dessus. On a distribué beaucoup de choses dans les maisons, des communautés pour les enfants, pour les jeunes. On a fait des concours, on a fait tirer des cartes cadeaux. On a essayé le plus possible de changer les idées aux gens, autant aux adultes qu'aux enfants,
trop jeune. Avec la population jeune, 12-17, ça a été quand même plus difficile. Mais c'est les mesures qu'on a prises en place pour essayer du moins de changer les idées de la population. On a créé une page Facebook exprès pour ça, puis on faisait beaucoup de choses là-dessus, puis les gens y embarquaient quand même. C'est vraiment bien. De ton côté, dans ton travail, qu'est-ce que la pandémie a fait changer dans tes manières de faire et dans la façon dont tu accomplissais le travail que tu faisais avant? Moi, en tant que coordonnatrice, je te dirais que c'est plus dans les liens avec mes supérieurs. On utilise plus les Zooms, les Meet pour se rencontrer. Il y a ça. Mais si je parle au niveau des intervenants qui sont plus terrain, c'est sûr qu'on limite maintenant les visites au bureau, parce qu'avant, les intervenants recevaient les clients au bureau. Les visites à domicile, il y en a encore, sauf que c'est sûr que les mesures de protection individuelle doivent être appliquées à la lettre. Puis on a commencé plus à utiliser Messenger pour certaines choses. Les méthodes de travail se sont modifiées en fonction des mesures à cause de la pandémie COVID-19. Bon. Est-ce qu'il y a certains trucs que tu vas retenir de ça qui vont être positifs dans le futur? Que je vais retenir. Ben, c'est sûr que ça a quand même du positif d'avoir imposé des mesures sanitaires comme ça. Parce que c'est sûr qu'on a vu une diminution au niveau des transmissions des maladies, comme la grippe, la gastro. Le lavage de mains, je pense qu'il devrait être maintenu. Il y a un couvre-feu aussi nous on a un couvre-feu, mais il y a des prix vraiment tôt dans la communauté. C'est de minuit pour les adultes. Les enfants, c'est 9 heures. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être maintenu pour éviter justement là, que les enfants ils traînent trop tard dehors, puis qu'il y ait du monde qui erre aussi là, pendant la nuit. Là. Fait que ça, c'est quelque chose de positif qui a été amené, je pense, dans la communauté, puis qui devrait être maintenu d'après moi. Là, je parle vraiment dans ma communauté. Si nos auditeurs veulent prendre action et faire une différence dans la cause des jeunes au Québec, qu'est-ce que tu leur recommandes de faire? Est-ce que tu pourrais répéter, s'il te plaît? Si nos auditeurs ils veulent faire une différence et prendre action dans la cause des Autochtones au Québec, qu'est-ce que tu leur recommandes de faire? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire peut-être pour faire un changement ou peut-être leur permettre de aider cette cause-là de leur manière à partir de leurs moyens, des moyens qui sont. Ben, je pense que c'est d'aller vers les populations directement. De ne pas se fier à qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce que l'autre dit. C'est vraiment de prendre contact avec les gens et d'entendre qu'est-ce qu'ils ont à dire, eux. Plutôt que de se fier sur des oui-dire, des choses comme ça, c'est de venir voir de quoi ça a l'air en communauté, de venir observer, de venir prendre contact avec les gens. Juste ça, je pense que ça ferait changer la mentalité de tellement de gens. C'est qu'on n'est pas tout ce que la plupart croient, qu'on est un peuple accueillant, puis qu'on est... en tout cas, ça ne représente pas l'image qui est véhiculée là, par beaucoup de gens. Ce serait de venir directement vers les peuples. Ça vaut la peine. Merci beaucoup, c'était très agréable. Ça fait plaisir, ma chère. Donc, tout le monde, comment vous vous sentez après avoir entendu tout ça? Louis-Philippe? Ben, ce que je peux percevoir, c'est qu'il y a encore des injustices envers ces communautés-là qui devraient être réglées. Je me sens assez étrange parce que je comprends pas qu'en 2021, il y ait encore ces injustices-là. Puis on est informé beaucoup. Je suis un peu en désaccord avec ce qui est fait là, par nos autorités. Oui, Yasmine? Ouais, ben, un peu comme Louis-Philippe, il dit, je trouve que ça me décourage un peu parce que, tu sais, c'est vrai, on est en 2021, puis, tu sais, ça fait tellement longtemps qu'on se dit que du racisme systémique,
autour de nous, mais c'est plate qu'on dirait qu'il n'y a pas vraiment de changement. Ben oui, il y en a, mais c'est plate d'entendre encore des histoires de même, puis que ça arrive encore, ces genres d'affaires de même. Effectivement. Et Aneva, t'avais-tu quelque chose à rajouter? Oui, bon, en fait, tu m'as appris beaucoup de choses dont j'étais pas au courant. Je trouve ça triste aussi de constater qu'il y a encore des réalités comme ça dans notre société. Effectivement. Donc, est-ce que vous aviez des questions par rapport à ça? Oui, Yasmine? Par rapport à la première histoire, qu'est-ce qui s'est passé avec les infirmières finalement? En fait, à date, on n'a pas trop d'informations encore, mais on sait que les infirmières ont été renvoyées, puis il y a des chances d'avoir des poursuites. OK. De votre côté, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir été témoin d'une situation qu'on peut qualifier de racisme systémique? Puis sinon, comment est-ce que vous réagiriez? Ben, moi, oui, parce que j'ai pas été vraiment témoin du racisme systémique, mais j'ai été témoin du racisme tout court. C'était surtout, je vais pas dire dans quel contexte, mais tu sais, c'était pas ma famille, là, c'était plus des gens que je connaissais plus ou moins, qui faisaient des jokes, vraiment, mais pas des jokes, mais tu sais, ils pensaient que c'était des jokes à propos des choses racistes, puis je savais pas trop comment réagir parce que je savais pas s'il fallait que j'intervienne ou pas, mais je trouvais ça inacceptable, mais c'est ça, je savais pas quoi faire face à ça. Et Aneva? De mon côté, j'ai jamais été témoin d'une situation telle quelle, puis heureusement, j'espère que ça va rester tel quel. Louis-Philippe? Moi non plus, j'ai jamais été victime d'une situation pareille. Par contre, j'aurais réagi assez durement. Là. Je pense que j'aurais demandé à la personne pourquoi elle a dit ça, puis j'aurais expliqué à la personne mon point de vue parce que c'est inacceptable de traiter des gens avec des insomnités ou n'importe, les traiter comme n'importe quoi parce qu'ils ont fait, ils n'ont rien fait. Là. Effectivement, vous apportez des bons points. Si vous étiez dans la situation de plusieurs communautés autochtones au Canada en ce moment, puis que vous n'aviez pas accès à l'eau, comment vous réagiriez, puis qu'est-ce que vous feriez pour changer ça? Louis-Philippe? Je pense que je militerais, là. Je ferais des moyens de pression auprès de la communauté, essayer de rassembler le plus de gens possible pour montrer le point de vue au gouvernement. Puis je trouve ça inacceptable de ne pas avoir de l'eau parce que l'eau, c'est la base du vivant. Là. S'il n'y a pas d'eau, on ne survit pas. Puis c'est vraiment essentiel que tout le monde ait de l'eau, surtout dans un pays développé là, comme le nôtre. Oui, Yasmine? Ben, moi, je trouve que, tu sais, ça va encore plus profond que ça. Tu sais, on est tous égaux en tant qu'humains. Tu sais, les Autochtones, les communautés autochtones sont égales à nous, puis je comprends pas pourquoi on n'a pas accès toutes aux mêmes ressources. Tu sais, on est tous des humains, on a tous des droits, tu sais, on est toutes des personnes. Fait que je comprends pas pourquoi il y a certaines communautés qui n'ont pas accès à ce que nous, on a accès. Puis je trouve que ça fait vraiment preuve d'inégalité. Fait que moi, honnêtement, je le dirais au gouvernement, là, je me plaindrais, puis je ferais toutes les mesures possibles pour que ces personnes-là puissent avoir accès à cette ressource-là. Aneva? Sincèrement, moi, je serais un peu désespérée parce que je sais qu'avoir accès à de l'eau potable, c'est un droit fondamental. Puis je trouverais ça injuste et inéquitable que je puisse pas y avoir accès. Donc, je trouverais un moyen de faire valoir nos droits. Donc, on a parlé avec Taïcha de ce qu'elle pense que la pandémie lui a apporté, puis dans les communautés autochtones, ce que ça a pu avoir de beau dans leur vie, puis qui a été positif, puis qui pense qu'ils vont garder ça dans le futur. De votre côté, qu'est-ce que vous trouvez que la pandémie vous a apporté, puis quelles habitudes vous allez continuer à faire, puis dans votre futur? Oui, Louis-Philippe? Moi, je pense que pour le futur, là, je vais continuer de saisir les opportunités puis qui vont me permettre de sortir de ma zone de confort parce que pendant la pandémie, il y avait moins d'activités puis les activités qui étaient là parfois me parlaient moins, mais j'ai appris à m'intéresser. Puis pour le futur, je pense que je vais garder ça. Oui, Yasmine? Moi, durant la pandémie, puisque j'avais gagné un peu de temps, tu sais, pendant que l'école était recommencée, je me suis impliquée dans plusieurs activités parce que, tu sais, je me trouvais plus de temps pour faire ces activités-là. Puis je trouve que, tu sais, ça m'a apporté vraiment quelque chose
de profond. Tu sais, ça m'a fait vraiment réfléchir sur plusieurs choses. Puis je pense que ça va me donner le goût tu sais, de continuer à m'impliquer dans plusieurs choses autres que l'école. Fait que c'est ça. Je pense que dans le futur, je vais continuer de m'impliquer. Puis voilà. Oui, Aneva? Ben moi, j'ai également saisi l'opportunité pour découvrir des nouvelles activités et prendre plus de temps pour moi-même. Par exemple, j'ai commencé à apprendre le piano. Je m'implique comme Yasmine encore dans l'école. Donc, j'ai vraiment élargi mon champ d'intérêt, puis je pense que ça va durer à long terme. C'est vraiment des bons points. Est-ce que vous croyez que votre vision des communautés autochtones a changé ou que vous avez peut-être réalisé des trucs que vous ne croyiez pas qui étaient encore des enjeux qu'on vivait présentement? Oui, Louis-Philippe? Ben, moi, je pense que c'est plus l'enjeu du mercure dans l'eau, là, dans Gracie Narrow. Ça m'a vraiment étonné comme de quoi les gens faisaient rien, tu sais, ça n'a pas tant évolué. Fait que ça m'a vraiment surpris comme de quoi en 2021, il y a encore des gens qui ont de l'eau toxique puis ils ont des problèmes de santé à cause de ça. Donc, ça m'a vraiment interpellée. Oui, Yasmine? Comme Louis-Philippe il dit, ça m'a vraiment fait réaliser que les inégalités, ça existe encore, puis c'est pas fini d'être là. Puis je trouve qu'il faut vraiment. Je suis un peu découragée. Il faut vraiment essayer je pense que la solution, c'est la solidarité. Puis si on se met tout ensemble, puis on essaie d'imposer un changement, je pense qu'on peut y arriver, mais c'est tout le monde qu'il faut qu'il participe. Puis je pense c'est ça. Notre priorité, c'est vraiment de régler ce problème-là tout ensemble. Oui, Aneva? Ben moi, tout ce que tu as mentionné, ça m'a vraiment touchée aussi. Je pense que, comme Yasmine a dit, il faut agir pour trouver une solution à tout ça, pour que tout soit plus équitable dans le futur. Oui, c'est tout vraiment bon. Finalement, je pense que si le monde était plus conscientisé par rapport à ces enjeux, il se répéterait beaucoup moins souvent, puis on prendrait des mesures qui nous permettraient de gérer ces enjeux, puis ces injustices. Mais pour continuer à avancer là-dedans, je pense que c'est important de faire de la sensibilisation autour de nous, puis de la conscientisation. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode. Puis là, on se retrouve dans le prochain épisode avec Yasmine qui va nous parler du futur et de l'environnement. C'était La Voix des ados, une production du Collège de Lévis, à la technique Mathieu Gosselin, à la coordination Valérie Laflamme-Caron.